Bonjour, nous sommes le mardi 5 juin, nous sommes dans la tour Montparnasse au 11e étage et bienvenue dans mon Q&A qui a été et sera hébergé aujourd'hui par le compte de Salima, plutôt connu sous le pseudo Postbad Hamon. Je vous indique que juste sur ma gauche nous surveille Juliette du compte Postbad Mélenchon, comme quoi elles ont réussi l'unité, c'est pas déjà pas mal. Et donc je vais essayer de répondre à toutes les questions, y compris Salima m'a dit qu'il y en avait qui étaient un peu méchantes, mais c'est pas grave. Et je vais essayer d'y répondre assez brièvement pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc pardon, je ne ferai pas non plus de trop gros développement. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner le nom de la personne qui pose la question. La question, évidemment, je ferai la réponse. Et je vais prendre dans l'ordre que m'a transmis Salima. C'est parti. Ça commence avec un excellent pseudo, Piece of Shit, qui me demande... quoi ? Une chose qui te tient particulièrement à cœur, que tu aimerais mettre en place si tu le pouvais. Le revenu universel de l'existence, je dis un mot, le revenu universel, j'ai pas abandonné cette idée-là, je pense que c'est la grande idée des années à venir. Alors ça me fait marrer quand il y a des puristes qui me disent « Ah ben non, il y a mieux que le revenu universel, il y a le salaire universel ». Alors je vous fais un clin d'œil vers ceux qui disent en général il y a le salaire universel, mais qui ne le mettent pas dans leur programme à eux. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a mieux, mais ils ne le mettent pas dans leur programme. Nous, on va faire le revenu universel d'existence un jour, et c'est une idée qui progresse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait un an que l'élection présidentielle est passée, et il y a de plus en plus, à la fois d'États qui s'y intéressent, d'intellectuels, de responsables politiques qui la défendent, et surtout de citoyens qui pensent que demain, il faut qu'on trouve une formule qui nous permettent de moins dépendre du travail, même s'il y aura toujours du travail, mais de moins dépendre du travail pour pouvoir vivre et s'épanouir. Donc si je devais mettre en place quelque chose, et j'espère que ce sera le cas, ce sera le revenu universel d'existence. Faisal qui me demande, tu peux me faire une dédicace s'il te plaît? Écoute, spéciale dédicace à Faisal, je sais pas ce que tu aimes dans la vie, mais ça me fait plaisir de te faire une dédicace, et puis pour les tiens, et tout. Voilà. Densha, qui est de la FI apparemment, le lait avant ou après les céréales? Jamais, en fait. Jamais de lait. Jamais de lait d'abord, ce qui paraît le lait de vache. Il ne faut pas en consommer non plus de trop, même si c'est pas mauvais non plus. Hein, mais voilà, je ne bois jamais ou très rarement du lait. En tout cas, sauf quand je vais au salon de l'agriculture, j'ai pas le choix et qu'on me tend un verre de lait, donc je le bois. Mais sinon, et puis pas de céréales non plus. Donc voilà, je suis désolé. En tout cas, pas le matin. Mais même si l'avoine avec un peu de miel, d'un jus de citron et du yaourt et des morceaux de banane, c'est excellent. Voilà, moi je pense ça, c'est pas mauvais. Romain, chocolatine ou pain au chocolat? Pain au raisin. Voilà. Yannick, merci beaucoup Salima, donc un fan de Salima. Deux questions, que prévoit-il pour lutter contre l'homophobie en société et au sein des familles et pour l'acceptation des personnes LGBT? Et se souvient-il de moi à Montparnasse? Avec la photo plus facilement. Donc oui, maintenant que j'ai la photo, sinon ça aurait été compliqué. Sur l'homophobie, je trouve que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics qu'il faut une politique globale de lutte contre l'homophobie. C'est pas juste de dire qu'il faut lutter un jour contre l'homophobie à l'école, puis un autre jour dans l'entreprise. Qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que cette culture qui consiste à se mettre à distance à l'égard des homosexuels, à considérer que ça n'est pas un comportement normal, à considérer même qu'il faut le combattre, tout ça aujourd'hui nécessite qu'il y ait beaucoup d'éducation, et cette éducation ne concerne pas que les enfants. Alors plutôt on est invité à comprendre que, à bien des égards, la manière dont on se comporte est une construction sociale quand on est garçon ou fille, qui a très tôt et dès la maternelle à lutter contre les stéréotypes de genre. Tout ça est utile, mais s'il faut éduquer les enfants, il faut aussi éduquer les adultes. Et donc il y a à avoir une politique globale qui permette, que quelle que soit votre orientation sexuelle, vous puissiez la vivre pleinement et en fraternité avec le reste du monde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Team Jules. Jules. Ah oui, le rappeur là. Honnêtement,
je connais pas. Je connais pas. C'est Dormir qui m'a posé la question. C'est pas la première fois qu'on me pose la question. Il n'y a pas un signe ouais, c'est ça. Donc voilà. Non, moi, en matière de rap français, je vais vous dire, le dernier album, j'ai acheté les deux derniers albums de rap français que j'ai achetés. Un parce que je connaissais pas, mais j'avais entendu un morceau et j'avais envie d'écouter l'album, c'est Sofiane. Et le deuxième, là, parce que là je pouvais pas l'éviter, mais parce que j'aime bien une de ses chansons en particulier, c'est le dernier album Trône de Booba, parce que j'aime bien la chanson Dakar, DKR en fait, parce qu'il y a de la kora dedans, etc. Et que ça me rappelle mon enfance au Sénégal, et que je trouve que le morceau est pas mal. Et voilà, donc c'est. Mais après, je n'ai pas une culture encyclopédique du rap français, surtout du rap actuel, donc faut pas trop non plus m'en demander, n'est-ce pas? Gla 10, ah oui, Gla 10 écrit Gla, GLA et le chiffre 10. Qu'avez-vous pu remarquer dans les différentes universités où vous avez tenu des conférences et que retenez-vous de ces échanges? D'abord, c'était passionnant. J'ai été très frappé de voir que c'était souvent les étudiants qui me rappelaient sur la question du revenu universel, qui me disaient qu'il ne faut pas abandonner cette idée-là, que je crois beaucoup à la modernité de tout ce qu'on a pu développer pendant la présidentielle sur le travail et sur le revenu universel. Et voilà, il y a aussi beaucoup de questions sur la persistance dans la société française d'une forme de traumatisme identitaire. On a l'impression que la France est un pays polytraumatisé, et notamment polytraumatisé par ces élites qui, à force de marteler la question identitaire, font oublier que c'est la question sociale qui est prioritaire dans notre pays, celle des inégalités, du fait que ce soit toujours les mêmes qui cumulent l'essentiel des handicaps sociaux, des inégalités écologiques, environnementales, et qu'il faut donc traiter la question sociale, que souvent derrière la question sociale, il y a la question écologique, et que la question identitaire, c'est pas la question centrale, même si, quoi qu'on en pense, et voilà. Donc voilà ce que je retiens de beaucoup de mes échanges dans les universités. Marrant de voir que d'ailleurs le sujet Parcoursup n'était pas encore dans les têtes, mais d'abord parce que Parcoursup va concerner les lycéens, avant les étudiants, cette question de la sélection à l'université. Mais voilà, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur mes échanges. Jeff Roland, je ne sais pas comment on prononce. Un des mots de la politique, c'est qu'on voit toujours les mêmes. Quand comptez-vous partir, reprendre un travail normal? Je précise que j'aime beaucoup Benoît Hamon. Je ne fais pas ça pour tacler, mais par vrai intérêt. Merci. Donc en concret, son intérêt, c'est que je me barre, quoi. D'abord, mon travail, moi je ne vis pas de la politique aujourd'hui, donc j'ai un travail normal. Je ne sais pas s'il est normal, mais j'ai un travail. J'ai créé ma propre société. Donc, d'ailleurs, c'est pas facile aujourd'hui en politique de continuer à faire la politique, donc d'être dans le paysage politique et d'avoir un travail normal, puisque dans le travail normal, on vous dit, mais vous faites de la politique, donc c'est un peu compliqué. Ça vous complique la vie. Mais je suis quand même pas le plus à plaindre dans ce pays aujourd'hui, donc moi je ne fais pas partie de ceux qui passent leur temps à geindre, à se plaindre, à dire que ce qui leur arrive de malheur c'est la faute des autres. Vous voyez à qui je pense. Si vous ne voyez pas, je vous dirai peut-être ça plus tard dans l'interview. Voilà. Et puis il y a de la place Génération par exemple, c'est un mouvement où il y a énormément de gens qui n'ont jamais fait de politique, jamais eu aucun engagement partisan avant. 2/3 des membres de Génération, on est près de 53 000, même plus aujourd'hui, n'ont jamais mis les pieds ni au PS, ni aux écolos, ni chez les cocos, ni nulle part. Et donc voilà, il faut. Et je pense qu'à la FI c'est pareil, peut-être même En Marche d'ailleurs, même s'ils se ressemblent aussi beaucoup quand même là-bas. Donc voilà, donc le problème aujourd'hui c'est. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'il faille dégager tous les politiques. Il faut faire de la politique, et plus on sera nombreux à en faire, plus il y aura de renouvellement. Anaël, est-ce que vous pensez que si toute la gauche se rallie, on pourrait arriver à quelque chose? Forcément, mais encore faut-il que... Qui se revendique de la gauche? Avant, la gauche c'était comme un continent dans lequel il y avait des... pays avec des frontières, des gardes-barrières. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce continent, il est en train, comme avec une forme de tectonique des plaques, de se fracturer. Et avec ceux qui disent finalement notre camp c'est Macron, donc la droite, et qui se revendique encore de gauche quand il fait la politique qu'il fait sur les migrants, quand il installe la sélection, quand il casse le code du travail, bref, quand il rompt, pas simplement avec des politiques de gauche, mais avec les valeurs de la gauche. Donc il y a un bout de continent qui est parti vers la droite, bon voyage, bon vent à eux.
Puis ceux qui diraient aujourd'hui, bah non, la gauche c'était Hollande, donc on s'en détache et on choisit une stratégie qui est une stratégie non plus de rassemblement de la gauche pour conquérir le pouvoir, mais populiste. Ça c'est le désaccord stratégique que j'ai avec Mélenchon aujourd'hui. Et le risque, c'est qu'en ne se revendiquant plus du même continent, même si on a des différences qui peuvent exister, alors qu'on a aussi beaucoup de points communs, et on pourrait les énumérer. Avec la France Insoumise, on se retrouvera sur le refus de la casse du Code du travail et des services publics, sur l'aspiration à une 6e République, sur l'écologie, mais on se différenciera sur la stratégie pour l'Europe, on se différenciera aussi sans doute sur des éléments de politique étrangère, mais au bout du compte, la question c'est est-ce qu'on est sur le même continent ou est-ce qu'on n'appartient pas au même continent? Nous on pense que c'est très dangereux de fracturer ce continent-là parce qu'à la fin, je pense que ça nous éloigne de la possibilité d'incarner la réponse à Macron. Si la conséquence de Macron, c'est une autre forme de violence, qui serait la violence nationaliste, et non pas le projet bienveillant qui est celui de la gauche, et que si cela est la conséquence du fait qu'on n'a pas réussi à se rassembler, ce serait dommage. Le nom Génération est peu connu et son logo réseaux sociaux devient bannière encore moins. Ne faudrait-il pas que Hamon et les porte-parole abordent un badge rond du logo G, etc. dans toutes les passes? Oui, sans doute. On a un vrai. C'est pas facile d'installer, alors ça va peut-être vous choquer, mais une nouvelle marque. Parce qu'en politique, il y a aussi des marques. Et En Marche est une marque. Europe Écologie Les Verts est une marque. La France Insoumise, et aujourd'hui, il est sans doute devenu. Alors, n'y voyez pas l'aspect péjoratif, mais on y associe des valeurs, un combat politique, un dirigeant. Génération, c'est absolument pas le cas. Pas encore le cas. Et ça mettra peut-être du temps. Alors voilà, là, je me suis mis devant un gros G de Génération, et peut-être faut-il qu'on le voit davantage. C'est une bonne question qui m'était posée. J'ai pas donné son nom, je crois. Par je sais pas qui, il n'y a pas son nom. Si, c'est Jonathan Ney. Mais il est incontestable qu'il va falloir qu'on... d'abord qu'on accepte que ça prend du temps, être plus combatif et offensif en matière de com. Mais pour ça, on attend les conseils de Salima, parce que c'est la vraie directrice de la communication c'est la Sophia Chikirou de Génération, en fait. Non, je blague, hein. Il n'y a qu'une seule Sophia Chikirou. Bon bref, j'arrête les vannes. A-t-il conscience des attentes très très fortes concernant l'organisation interne du mouvement et donc l'événement de juin, des conséquences positives que pourrait avoir une vraie démocratie interne plus que chez En Marche et les Insoumis? Bon, nous on s'est dit, c'est pas simple, hein. C'est Jonathan Ney qui pose encore la question, qu'on voulait que notre mouvement expérimente ce qu'on voulait pour la République. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire qu'on est pour la 6e République et pas être un mouvement démocratique. Il y a quelque chose d'assez curieux à vouloir la démocratie pour la République, mais pas la vouloir chez soi. Et c'est ce qu'on expérimente à travers un conseil des membres tiré au sort, qui est celui qui propose en ce moment à tous nos membres de voter et de décider ce que sera leur démocratie interne, de choisir le vote préférentiel ou les conférences de consensus plutôt que des votes assez classiques, oui, non, qui divisent. Bref, on cherche à varier les formes d'organisation démocratique. Est-ce que ça marchera? J'espère. En tout cas, on expérimente et on retiendra ce qui marche et ce qui ne marche pas. En tout cas, on veut pouvoir dire que dans notre mouvement, sans être parfait évidemment, en tout cas on tente d'expérimenter ce qu'on juge souhaitable pour la République. Parce que sinon, question de crédibilité, c'est un peu curieux de vouloir que la 6e République soit démocratique et de ne pas être démocratique soi-même. Donc on s'est dit, on est favorable à une nouvelle République démocratique plus que la 5e. Essayons d'être un mouvement plus horizontal, efficace et démocratique. Son réalisateur préféré. Oh, c'est dur ça. Spontanément, les noms qui me sont venus, c'est Scorsese, Brian De Palma. J'aimais bien Spike Lee aussi, mais il y a plein de gens que j'aime bien. Bon, s'il n'y a que des Américains, vous allez me dire là-dedans. Bon, voilà, je reste à ça. Coppola aussi. Voilà quelques noms de réalisateurs que j'aime bien.
Théo Fièvre, êtes-vous pour favoriser l'art et la culture, plus précisément à l'école? Trouvez-vous normal que dans mon lycée, la direction fasse tout son possible pour supprimer des ateliers théâtre et danse pour des raisons absurdes? On peut se contacter si vous voulez. Merci Théo, ça nous intéresse. Donc pour nous contacter Génération, il n'y a pas de problème. On essaiera de te répondre. On a beaucoup de courriers, mais on essaiera de rentrer en contact avec toi. Moi, je suis pour évidemment l'éducation artistique et culturelle. Je suis pour qu'elle occupe de plus en plus de place dans le parcours et la trajectoire scolaire des élèves et évidemment des étudiants. Moi j'ai défendu pendant la présidentielle le principe des droits culturels. Le droit culturel, c'est le droit à pouvoir avoir accès, où que l'on soit, à des œuvres, à la connaissance des artistes, à l'histoire des mouvements culturels, artistiques, mais aussi c'est le droit à pouvoir exprimer sa propre culture. Et je pense que écoles, collèges et lycées doivent favoriser l'épanouissement culturel des enfants, des adolescents et des jeunes. Et on voit que chaque fois que ce type de projet est mis en place, cela y compris déverrouille le parcours scolaire d'un certain nombre d'élèves qui avaient parfois des difficultés scolaires et qui, parce qu'ils s'éveillent à la culture, s'éveillent aussi à la connaissance. Donc je ne peux qu'approuver ce que tu proposes. Cher Benoît, comment réunir les gens de gauche et former un seul parti démocratique qui nous fera gagner en 2022? Jus, qui pose la question, Julien. Écoute, ça va prendre du temps, parce que j'ai essayé de répondre un peu à cette question auparavant. C'est facile de déchirer une étoffe, c'est plus difficile de la recoudre. Or l'étoffe est déchirée. Et je l'ai dit tout à l'heure, la gauche, elle est polytraumatisée, donc va falloir la soigner, la guérir, prendre soin d'elle. Et je ne crois pas qu'on arrivera à prendre soin d'elle en continuant à s'envoyer des noms d'oiseaux. Donc moi j'essaye, des fois peut-être que on cède parfois un bon mot, etc. Mais bon voilà, je pense aujourd'hui qu'il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous séparent. On peut se faire la guerre jusqu'à la fin des temps, mais à la fin, la gauche ne conquiert le pouvoir que quand la majorité sociale comprend qu'elle peut être une majorité politique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que celles et ceux qui vivent de leur travail aimeraient bien travailler, les étudiants, les retraités, qui dépendent des revenus du travail et pas des revenus du capital, ça fait une majorité sociale. Ils ont souvent les mêmes intérêts, mais comment se fait-il que, alors qu'ils ont les mêmes intérêts, ils ne portent pas ceux qui défendent leurs intérêts au pouvoir? Alors qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait du service public, est-ce qu'ils ont intérêt à la protection sociale, qu'ils ont intérêt à la réduction du temps de travail, ils ont intérêt à la prise en charge de la dépendance, à la solidarité. Eh bien, si la question sociale était au cœur du débat politique, était le moteur de leurs décisions au moment de voter, probablement qu'elles installeraient régulièrement la gauche au pouvoir. Alors ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres questions qui rentrent en ligne de compte au moment d'une élection, qui peuvent relever moins de la raison et plus de l'émotion, mais relèvent aussi parfois des valeurs, de l'idée qu'on se fait du vivre ensemble, du respect des individus, du fonctionnement de la démocratie. Bref, nous on doit essayer de faire en sorte de faire prendre conscience à la majorité sociale qu'elle peut être une majorité politique. Voilà comment, à mon avis, une idée comme le revenu universel et quelques autres peuvent y contribuer. Mad Love, alors ça c'est des chansons que j'entends chez moi, mais c'est pas celles que j'écoute. Je les entends chez moi parce que mes filles écoutent ça. Comment ça s'appelle ce chanteur? Charlie Pouf, c'est ça? Un truc comme ça. J'entends que ça chez moi. Je peux pas vous dire que ça me pouf, hein? Quelque chose comme ça. J'ai dit pouf, c'est pas pouf le pauvre. Bon bref, ça j'entends que ça. Je dois avouer que je n'en peux plus. Et qu'est-ce que j'écoute moi? J'écoute plein de choses et mes chansons du moment. C'est pas des chansons. J'écoute beaucoup de classiques et j'écoute beaucoup du Debussy en ce moment. Voilà. C'est pas trop des chansons quoi. Oui. Je pense que le PS aujourd'hui ne peut pas le faire, ça. Et ça paraît assez évident, je crois. Ce qui ne veut pas dire que je jette l'opprobre, y compris sur une famille politique à laquelle j'ai appartenu. Mais oui, il ne peut pas. Il ne le peut plus. Parce qu'il n'est plus central, il n'a plus cette centralité.
mais voilà, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas à nouveau une gauche qui va se régénérer sous une forme ou sous une autre. Et j'ai pas tellement quitté le PS. Moi, j'ai quitté effectivement le Parti Socialiste. Mais je crois que la direction du PS m'avait quitté avant que je quitte le PS, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il faut prendre acte du fait qu'on ne peut plus vivre ensemble. Des fois, c'est mieux, surtout pour les enfants, de savoir se séparer. Je pense que la jeunesse de gauche qui aspire à ce que la gauche conquiert le pouvoir, elle aspire à autre chose aujourd'hui qu'à de l'ambiguïté avec ce que fait Macron. Et aujourd'hui, quand vous regardez le groupe socialiste au Sénat, heureusement que ceux qui sont au PS, les militants qui y restent, ne savent pas ce que font les sénateurs socialistes, par exemple, parce que sinon ils en seraient fort malheureux de voir la complaisance avec laquelle ils traitent les réformes antisociales et anti-écologistes et écologiques d'Emmanuel Macron. Sylviane qui me demande si j'ai eu la réponse de la fac de Toulon. Jamais. Jamais. D'ailleurs, je ne l'attends plus, la réponse de la fac de Toulon. Mais ça, c'est... mais j'espère que prochaine élection, ils sauront changer de président. En tout cas, s'ils sont attachés à la démocratie. Quelles études j'ai fait? J'ai fait de l'histoire, un peu de sciences éco et de l'histoire. Ça, c'était Ami. Anso qui me demande qu'est-ce que je pense de l'agriculture française et de son avenir. Il faut qu'il y ait moins d'agro-business, plus d'agroécologie, moins de dépendance aux pesticides, moins de dépendance à un modèle d'agriculture intensive et plus, évidemment, plus de bio. Et un modèle agricole tourné à la fois vers la rémunération juste des producteurs, mais aussi la qualité et l'alimentation de qualité. Voilà. C'était Anso qui me demandait ça. Bonjour, on me demande si... j'aimerais savoir si votre célèbre kebab était bon. Objectivement, pas tellement. Bonne journée à vous. Non, c'était pas le meilleur kebab. Je vais pas dénoncer où je l'ai mangé, mais c'est pas le meilleur kebab. Mais j'en ai visité quelques-uns bien à Rouen, à Dijon, évidemment quelques-uns en région parisienne. À Lyon aussi, où j'ai mangé un excellent kebab. D'ailleurs maintenant, il y a une sorte de concours, tout le monde me donne l'adresse du meilleur kebab. Alors évidemment, il y a des compètes à chaque fois. Mais bon, je ne mange pas que du kebab par ailleurs dans ma vie. J'ai tout, voilà, mais j'aime ça. Moi j'assume d'aimer ça. Le kebab ou les shawarma, c'est pas mal aussi. Une anecdote de campagne. Je vous la raconte celle-là parce que c'est... je l'ai raconté en fait tout récemment. Mais non, ce qui devait être l'avant-dernier meeting de campagne, on n'avait jamais eu aucun problème de sécurité. Alors que bon, il y avait des menaces qui posaient, très sérieuses, qu'on a prises au sérieux évidemment, sur les candidats liés au terrorisme ou ce qu'aurait pu être, je veux dire, l'acte isolé d'une personne, violente, etc. Bon bref, vous avez de la sécurité autour de vous. Et puis ce jour-là, on était dans le Tarn, à Carmaux, et on venait de faire un très joli meeting. C'est un de mes meilleurs souvenirs de meeting en plein air, sur une place. Il y avait du soleil, c'était quelques jours avant le premier tour, et objectivement, on savait que on serait probablement pas au second tour à ce moment-là. Mais bon, il y avait beaucoup tous les gens qui étaient venus étaient contents de la campagne, voulaient voter contre vent et marée pour le revenu universel, pour le nouveau rapport au travail, pour la taxe robot, pour toutes ces idées qu'on était les seuls à développer, qui aujourd'hui grandissent dans l'opinion. Il y avait vraiment une belle ambiance. Puis à la fin, comme toujours en général, moi je descendais dans la foule, parmi les gens, les saluer, etc. Et ce jour-là, pour la première fois, j'entends les officiers de sécurité, donc les policiers qui avaient été détachés du service de protection des personnalités à ma sécurité pendant la campagne, comme pour tous les autres candidats, et qui travaillaient avec le service d'ordre du Parti Socialiste, que je remercie d'ailleurs. Ce sont des gens formidables, des bénévoles, des militants qui font un boulot remarquable et qu'on ne salue pas assez. Je veux dire, eux, ils ne demandent pas un rond, ils font un boulot qui est parfois dangereux pour eux-mêmes et qui assure la sécurité en tout cas des candidats.
Et j'entends derrière moi des échanges entre les gardes du corps. À 11h, bonhomme en rouge, à 11h, bonhomme en rouge, est-ce que tu as vu Eric, bonhomme en rouge? Et je sens que ça s'excite sur bonhomme en rouge, puis j'entends répondre oui, bonhomme en rouge, etc. Et puis là, vous êtes dans la foule, vous serrez les mains, etc. Et je guettais le bonhomme en rouge qui allait me tomber dessus, et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Et bon, l'histoire du bonhomme en rouge, c'est qu'il a été serré avant d'arriver jusqu'à moi. Bon, il n'était pas très dangereux, pas si dangereux que ça, je ne crois pas d'ailleurs, mais c'était juste un type un peu ivre apparemment. Mais c'était ce moment, cette douzaine de secondes où je m'attendais à voir me tomber dessus un bonhomme en rouge et je voyais que tout le monde était à guetter le bonhomme en rouge et dans toutes ses mains, vous savez quand vous avez la foule, vous serrez plein de mains, etc. Il y a plein de gens. Bon, j'ai jamais vu le bonhomme en rouge, mais voilà, je raconte ça parce que je l'ai raconté il n'y a pas longtemps. C'était une anecdote de campagne, mais on a vécu, peut-être que c'est une campagne qui était une campagne, en tout cas avec, en tout cas moi dans mon rapport aux Français, assez joyeuse, en tout cas bienveillante. Et je retiens ça, il y avait beaucoup de bienveillance dans tous les moments qu'on a partagés. Bon, Nouchka, c'était Saluel qui me demandait ça. Nouchka 75, seriez-vous tête de liste aux européennes? Vous présenteriez-vous comme député s'il devait y avoir une dissolution de l'Assemblée? Bon, écoutez, des européennes, moi je suis pour une liste de rassemblement. Et donc je ne vais pas dire le rassemblement, c'est évidemment nécessaire à la seule condition que ce soit moi tête de liste. Je ne le pense pas. Et je pense qu'on peut parfaitement avoir une tête de liste issue de l'écologie politique, pourquoi pas, même si je me sens très écologiste moi-même, aujourd'hui, que je le suis profondément, mais il y a plein d'autres gens, femmes ou hommes, qui peuvent être tête de liste. Donc je ne suis pas la solution, forcément. Je ne considère pas que le monde tourne autour de mon petit nombril. Donc la réponse est que je peux parfaitement m'inscrire dans une liste sans être tête de liste. Voilà. Patricia Ferrandes, Patinette 74, la crise de la nouvelle formule du lévothyrox traitant des pathologies thyroïdiennes n'est pas terminée, qu'en pensez-vous? Altolobie, perturbateur endocrinien, moi je pense que j'avais préconisé qu'à l'égard de toute molécule, médicament, substance pour lesquelles il y a une suspicion ou un danger, on ait une liste d'interdiction de ces substances-là, sans attendre qu'on lui trouve le substitut. Aujourd'hui, ce qu'on fait avec le glyphosate est une hypocrisie totale. Macron nous fait des grandes déclarations sur « je ne veux pas me retrouver en situation un jour de devoir rendre des comptes à des familles qui auraient été victimes du glyphosate comme auparavant d'autres ont été victimes de l'amiante ». Or, il vient de laisser tomber l'interdiction sur le glyphosate. Et moi je pense qu'il faut être impitoyable à l'égard des lobbies, des perturbateurs endocriniens, et toutes sortes aujourd'hui de molécules qui ont un impact qui est directement négatif sur la santé des gens ou pour lesquels il y a une suspicion grave. Donc voilà, halte lobby et mettons en place des politiques, soit des politiques extrêmement sérieuses dans ce domaine-là, plutôt aujourd'hui finalement. Macron n'est écolo que quand il n'y a pas d'intérêt économique. Mais est-ce que vous croyez que la transition écologique, elle pourra se faire sans qu'on constate qu'il y a, oui, des conflits d'intérêts entre l'intérêt de Monsanto à faire du business sur ses semences et ses produits chimiques et l'intérêt des agriculteurs eux-mêmes pour leur propre santé et nous, comme consommateurs, des produits que ces agriculteurs cultivent. Oui, il y a un conflit d'intérêts. Sans assumer ces conflits d'intérêts et sans remettre en cause la logique du profit à court terme, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, avec Macron, vous avez « vive l'écologie » tant qu'aucun intérêt économique n'est en jeu. Et l'écologie s'efface dès lors que les intérêts économiques sont en jeu. Ça c'est pas possible et c'est une hypocrisie totale. Donc moi je maintiens qu'on peut avoir une vraie stratégie de transition écologique qui mobilise les acteurs privés, mais disent clairement ce que sont les lignes rouges. Et les lignes rouges, c'est on ne peut pas aujourd'hui, au nom d'impératifs financiers, mettre en danger la santé des personnes. Voilà, quand il y a le soupçon d'un risque, on ne prend pas le risque. Aurélie Filippetti, post-bad Filippetti en fait. Est-ce que vous aimez les comédies musicales? Si oui, lesquelles? Je vais vous en donner une que j'ai été voir à Londres parce que il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Motown, qui est jouée depuis très longtemps dans une célèbre, en tout cas un endroit de musical, une scène de musical anglaise. Motown, c'est l'histoire du label Motown, donc de la musique black, autour du label Motown, autour des groupes comme les Supremes, les Jackson 5, Marvin Gaye, etc. Donc
de la musique absolument géniale, en tout cas pour ceux qui aiment la musique noire américaine, notamment toute cette musique-là, avec des inspirations jazz, soul, blues, etc. Bon bref, et vous passez votre temps à danser. Moi j'y étais avec mes filles, et on était debout à danser pendant toute la comédie musicale. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller à Londres, il y a plein de Français à Londres, mais d'aller voir cette comédie musicale Motown, c'est absolument génial. Voilà, ensuite, je continue. Sylvieg, en fait Sylvie Génération. Est-ce qu'il se présentera aux Européennes? Y aura-t-il des listes représentant le mouvement Génération au niveau rugby? Que pense-t-il de l'attitude de certains joueurs en Écosse? La liste à laquelle nous participerons, d'abord elle sera celle du printemps européen aussi, hein, avec nos amis européens, mais nous on veut qu'elle soit ouverte. Ouverte à la société engagée dans des combats, c'est la question des migrants, qui est une question centrale en Europe aujourd'hui, les banlieues, le monde rural, ouverte aux intellectuels. Donc ce ne sera pas une liste avec uniquement des sortants ou uniquement des figures politiques connues. Voilà ce que je veux. Je veux qu'on voit que nos candidats ressemblent à notre mouvement et à la société française. Sur le rugby, moi je ne sais pas ce qui s'est passé en Écosse, je crois que c'était la justice écossaise a décidé de ne pas poursuivre en tout cas les joueurs, donc apparemment c'était pas si grave que ça. Et surtout je suis un peu concentré sur le match de samedi où on joue contre les Blacks en Nouvelle-Zélande. Donc ça, et puis je félicite Castres parce que pour la finale du top 14, j'avoue que je penchais pour le CO plutôt que Montpellier, pour les mêmes raisons que tout le monde. Voilà, il y avait un côté rugby des champs face au rugby des villes qui était sympa, et une belle équipe managée par un excellent entraîneur, Urios. Voilà. T'as maté Stranger Things de Benoît, Unemployed? Non. Non. Désolé. Hein. Alors là, je vais prononcer Fuckboy ou Fuck. Bon bref, à quel âge vous êtes-vous intéressé à la politique? Et pour sortir de la politique, plutôt pâte bolo ou carbo, hein? Bolo, déjà pour les pâtes. Et à quel âge je me suis intéressé par la politique? Au lycée. Mais sans imaginer que je m'engagerais comme ça. Mais oui, au lycée, je me suis intéressé à la politique. En étant d'une famille qui était elle-même pas politisée, on parlait jamais politique chez moi. En tout cas, c'est pas par mes parents que je me suis intéressé à la politique. C'est @DATB. BAE Noix. Y a-t-il... c'est ça qu'on dit, je sais pas comment on dit ce truc. Hein. Ouais, B, Noix, je sais pas quoi. Y a-t-il une chose que vous nous cachez, dont vous aimeriez nous faire part? En tête à tête, je peux. Mais là, non. Pas en public. Voilà, donc ce que je vous cache, non, je crois pas que... Si, forcément, je vous cache des trucs, sinon ce serait pas drôle, n'est-ce pas? Allez, salut. Louisa me demande si vous pouviez donner un conseil aux jeunes, ce serait quoi? Faites gaffe à votre français, sérieux. En orthographe, non, je vous le dis... même si, moi je dis ça, j'ai fait des fautes des fois sur Twitter, hein. Mais faites gaffe à ça. D'abord parce qu'on a une langue incroyable, qui mérite qu'on la soigne, qu'on la respecte. Et puis la langue française, c'est celle qui permet de donner un nombre incroyable de nuances, notamment quand il s'agit d'exprimer la chose la plus difficile à exprimer, ses sentiments. Ce qui fait qu'on a une littérature incroyable, etc. Donc moi, mon conseil, c'est toujours... par exemple, moi je reçois un SMS où il y a plein de fautes, c'est rédhibitoire. Pourtant il y a peut-être une personne incroyable derrière, hein, mais bon voilà. Voilà. Le conseil que je vous donne, soignez votre écriture et votre français. Et puis aussi des fois... vous avez le droit, moi-même, hein, on peut parler de manière un peu... des fois utiliser quelques grossièretés, etc. Mais... Voilà, c'est une jolie langue, la langue française, donc c'est bien la parler. Et puis mieux on la parle, et mieux on nous comprend, et mieux on trouve sa place aussi. Voilà. Vous attendiez pas ça comme conseil.
Salima, elle est dégoûtée, elle attendait un truc. Puis elle est en train de se dire, est-ce que j'ai pas fait une faute là, Si vous deviez choisir qu'un OM ou Stade Brestois, non, c'est dégueulasse de me faire un truc pareil. Bah le Stade quand même, parce que moi je rêve un jour que c'est mon club. Mais bon, ça se fait pas de poser des questions pareilles. Moi l'OM, c'est devenu le club que je soutiens en Ligue 1, en Ligue des Champions. J'espère à nouveau en Ligue Europa cette année, puisqu'on fait un merveilleux parcours, parce que j'ai vibré comme tout le monde à la grande épopée de l'OM quand j'étais plus jeune, celle des grandes équipes où il y avait des Abedi Pelé, des Waddle, des Boxic, des Dimeco, des Carlos Moser, des De Sailly, des Deschamps, des Papins qui partent au Milan AC, qu'on le bat en Coupe d'Europe, bon bref, des Basile Boli, bon voilà, c'était des Rudy voleurs, non mais bon voilà, c'était incroyable quoi, avec des Goethals sur le banc, bon c'était la grande OM, donc j'adore l'OM, mais le Stade Brestois, ça reste le club de mon pays, donc, et puis aussi qui m'a fait vibrer. Et là, je donne aussi des joueurs. Il y avait Dragovabek, il y avait Bernard dans les buts. Ensuite, on a eu des joueurs comme Henry, pas Thierry, un autre. On a eu Julio César, José Luis Brown. Bon bref, on avait du monde, on avait Colletter, on avait Guérin, on avait des bons quoi. Ginola, Bernard Lama, il a joué à Brest. Tout ça c'était le grand Brest. Bon voilà, Stade Brestois, ça me. Donc faut arrêter de me poser des questions pareilles là. C'est pas cool. Mais bon, c'est mon point commun avec Mélenchon et Macron, on aime l'OM tous, à ce qui paraît. Quand ils aimeront le Stade Brestois, ils seront parfaits. Alors, Charlie me demande si je serai à la fête de l'UMA cette année comme l'année dernière, et comme l'année d'avant, oui. La réponse est oui. Kiss my peace, Hugo le michto. Me demande plutôt tacos ou kebab. Pourquoi on choisit tacos ou kebab? Sérieux, c'est bon les deux. Donc c'est marrant ça de vouloir, quand il y a deux plaisirs, il faut prendre les deux. Donc moi je prends les deux. Il faut pas mélanger les deux, donc j'aime les deux moi. Grau me demande quelle est sa position vis-à-vis des langues dites régionales. Moi, je suis pour qu'il y ait la reconnaissance des langues régionales. Elles participent de la culture des individus. Je crois à valoriser, enseigner le français. Mais je ne crois pas que le français soit menacé par le breton, par exemple. C'est pas le sujet. Donc, je ne pense pas que la République et son unité soient menacées non plus par l'enseignement du breton ou du basque. Ou du catalan ou du corse. Donc je ne crois pas que ce soit ça. Et faudrait-il qu'on se sente très vulnérable, que la République soit faible pour qu'elle se sente menacée par l'enseignement d'une langue régionale et sa reconnaissance. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi la richesse de la France que ces langues-là. Ambre Torah me demande, vous pensez quoi des journalistes? J'ai comme me dire, vous pensez quoi des Français? Les journalistes qui font correctement leur boulot. Vous savez, l'idée selon laquelle les journalistes sont aux ordres, c'est pas vrai. Il ne faut pas confondre les patrons de rédaction qui peuvent être, eux, soumis à des instructions de leurs actionnaires, donc des propriétaires des journaux, qui veulent que ça penche d'un côté plutôt que de l'autre, et les confondre avec des journalistes qui vivent avec 1200, 1300, 1500 euros par mois, qui sont donc des précaires, donc qui sont on va dire ce qu'on pourrait appeler des prolétaires des médias, et qui ne sont pas nos ennemis. Alors après, il n'y a pas un complot derrière chaque article, quoi. Voilà. Il peut y avoir des mauvaises intentions, l'intention de nuire. Il y a des vieux éditorialistes qui ont leurs préférences, il y en a, ils sont obsédés par moi. Dès qu'ils vous dites Hamon, ils disent des méchancetés. Bon, ce que vous faites, vous les nommez pas. Ça n'a aucun intérêt, parce qu'ils restent dans ce mauvais jus. La pire chose, c'est de donner leur nom, parce que ça leur ferait trop plaisir. Mais il faut les y laisser, et puis il faut s'intéresser à ceux qui font des papiers, de l'investigation. Allez-vous me dire, par exemple, un média comme Mediapart, avec ses journalistes, ne fait pas du bon boulot? Si. Sans Mediapart, il n'y aurait pas eu des révélations d'affaires, et vous trouverez des bons journalistes dans toutes les rédacs. Vous trouverez aussi des gens avec lesquels vous ne serez pas d'accord. Vous trouverez des patrons de rédac qui ne sont pas forcément très honnêtes. Mais bon, voilà, moi je me refuse à désigner les journalistes à la vindicte parce que c'est pas
c'est pas mérité. Une démocratie a besoin de la presse, parce que sans la presse, il n'y a pas de démocratie. En tout cas, sans la presse libre. Deux questions, Benoît, là, encore un. Quand est-ce que vous adoptez Salima? Ou une membre de génération, un générateur, ou génératrice, ou une générationniste? D'abord, on les appelle pas, hein, je crois pas. Hein. Donc, ils s'appellent, non, voilà, donc peut-être générateur, génératrice, mais c'est pas très joli. Et quand est-ce que j'adopte Salima? D'abord, il faudrait que je demande l'autorisation à ses parents, ou à sa famille, et puis je crois pas qu'elle ait envie, et puis moi, j'ai déjà des enfants, vous voyez, et non, j'adopte pas Salima, mais elle est sympa, hein, c'est Amérique qui me posait cette question, et voilà, elle en a marre, elle est derrière, parce qu'elle trouve que je fais des réponses trop longues, donc elle est en train de gonfler ses joues de désespoir derrière la caméra. Quelle est réellement votre relation avec Jean-Luc Mélenchon, de bazarder? Normal. Aurora me demande, pourriez-vous venir donner une conférence à l'université Paris 7 de Denis Diderot? Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, on prend rendez-vous. Donc on viendra cette année ou l'année prochaine à Paris 7 Diderot. Ludo, comment envisagez-vous votre avenir en politique? Qu'est-ce qui vous donne cette force de combat chaque matin? Et il continue une autre moins sérieuse, envisagez-vous un jour d'abandonner votre précieux kebab pour un régime végétarien? C'est bon les falafels. Comment j'envisage mon avenir politique? Moi je suis inscrit dans un combat collectif. Tant que je pense que ce que je fais est utile, donc je pense qu'il y a des combats qui méritent de se lever. Par exemple celui des migrants, il n'y a pas beaucoup de politiques qui ont signé l'appel de Cédric Héroux en faveur du soutien aux 3 militants d'ONG qui ont été traduits devant les tribunaux parce qu'ils sont venus en aide à des migrants. Alors bon, des migrants qui n'ont pas escaladé 4 étages pour sauver un gamin, des migrants qui viennent juste parce que ça, Macron reçoit que les types, il faut vraiment faire des exploits aujourd'hui pour être considéré comme un être humain et être traité comme tel en France. Voilà, j'ai défendu ces gens-là. Je trouve que ça, ce sont des combats comme les questions écologiques qui méritent de se lever. Voilà, et donc je me lève pour ça. Et là encore, kebab ou falafel, mais on peut faire, on peut adorer les falafels et les kebabs. Moi, je refuse de choisir entre les plaisirs. Ça m'énerve. C'est pas Ludo qui m'énerve, mais donc moi, quand ça me fait plaisir, je fais quoi. Voilà. Que pensez-vous du post-bad Béamon? Je pense que c'est pathétique. Sérieux. Salima, quelle est que ça à faire? Elle a raté ses études. C'est une misère, la pauvre. J'ai envie de pleurer. Non, je blague. Non, je trouve que c'est vachement bien. Elle est sympa. En plus, elle est copine avec post-bad Jean-Luc Mélenchon, Juliette. Donc elles sont en train de faire l'unité de la gauche. C'est formidable. Quelles sont vos propositions concernant la protection animale, le développement des repas végétariens dans les écoles? Donc sur les repas végétariens, moi je suis favorable à un repas de substitution quand les enfants le demandent. Je suis favorable à ce qu'on ait une vraie politique, qui soit une politique en général, qui favorise ces choix-là quand ils sont quand des familles ou des individus le veulent. Plus généralement, je suis favorable à ce qu'on ait une agriculture saine. Et que si on a des repas végétariens ou végétaliens ou véganes, qu'on puisse consommer des produits de qualité, qu'on puisse avoir accès notamment à des aliments issus de l'agriculture qui soient bio, qui respectent aussi les producteurs en garantissant qu'ils tirent un juste revenu de cela. C'est pour ça que moi je me suis toujours beaucoup intéressé, pas seulement à l'agriculture bio, mais aussi au commerce équitable, parce qu'il y a aussi une dimension justice sociale, juste rémunération qui est intégrée à l'idée de commerce équitable. Et c'est dans ma loi sur l'économie sociale et solidaire qu'on a reconnu le commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire pas simplement entre le nord et le sud, mais dans la possibilité aussi aujourd'hui de valoriser des produits issus du commerce équitable et cultivés, élevés dans les pays du Nord. Donc je suis très favorable à tout ça. Et sur la protection animale, je pense que c'est la grande question qui nous est posée aujourd'hui. Comment sortir de ce déni de la souffrance animale? L'industrie
de l'abattage s'est développé et avec au mépris de la souffrance animale. Et c'est pour ça que j'ai regretté, par exemple, une fois de plus, Emmanuel Macron ait cédé au lobby en abandonnant la vidéosurveillance dans les abattoirs, ce qui devait figurer dans la loi alimentation et qui n'y figure plus. Donc moi je serais très engagé sur ces questions. Alors je tiens à dire, parce que à ce qui paraît sur les réseaux sociaux circule une image de moi avec une veste de torero, comme si je me promenais dans toutes les corridas. C'était une course landaise, donc il n'y avait absolument pas de souffrance animale en l'occurrence, absolument pas de mise à mort de l'animal, donc j'étais pas à une corrida, j'étais à une course landaise, ce qui, pour tous ceux qui connaissent, n'a absolument rien à voir avec la corrida. Ça c'était Definitely Maybe qui m'a posé la question. Flo Clo qui me demande, va-t-il se rapprocher encore plus politiquement de la France insoumise, des actions en commun? Pourquoi je me rapprocherai moi et pas eux, sérieusement? Le revenu universel, c'est une belle idée. La taxe sur les robots, c'est une belle idée. Le 49.3 citoyen, c'est une belle idée. Tout ça, je pense que... Voilà, je crois que... Le problème, c'est pas... on peut se retrouver sur des résistances en commun, mais voilà, il y a besoin aujourd'hui de continuer à travailler ensemble, et on verra bien. C'est en marchant qu'on apprend à marcher, c'est en référence à nos amis de la République En Marche. Mais bon, moi je suis en tout cas disponible pour des combats politiques communs sur le terrain, comme on l'a fait il y a encore quelques jours ou quelques semaines dans la marée populaire. Il y avait des militants de la France Insoumise, des militants de Génération, on était ensemble. Il y a toujours 2-3 imbéciles pour s'envoyer des invectives, mais bon, ils sont tellement minoritaires qu'on s'en fout. Voilà. Donc moi j'espère qu'on continuera à travailler ensemble, en tout cas sur des choses concrètes. Quel est le secret de votre swag, me demande Pims. Je sais pas, c'est trop... Je sais pas. Si je savais, ce serait assez impudique et un peu prétentieux de dire, voilà, c'est ça mon secret. Voilà, donc je ne sais pas. Est-ce que j'aime les lasagnes, me demande pourvoyeuse de cactus. Ouais, mais... Ouais. Comme les pâtes bolo, quoi, tout à l'heure. Donc oui, j'aime les lasagnes. Même végétarienne. Bonjour Benoît, c'est Catherine Ancelet. Déménager si vous n'avez ni travail ni garant est impossible, même si vous êtes solvable pour assurer un loyer. Dans l'avenir, vu la raréfaction du travail, sera-t-il possible de désolidariser le travail du logement pour avoir une location plus facilement? Ça pose une question concrète. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu l'inflation des prix des loyers, vu la difficulté d'avoir un logement, vu les garanties qu'on vous demande, ça devient un parcours du combattant, ce qui explique l'habitat précaire, ce qui explique qu'on est si mal logé dans ce pays, et ce qui explique qu'il y ait des gens qui continuent à être des marchands de sommeil, c'est-à-dire qui vivent grâce à la rente de leur logement au détriment de ceux qui ont besoin de ces logements pour vivre. Oui, il faudra mettre de l'ordre là-dedans et voir de quelle façon ce gouvernement, je ne sais pas si vous avez vu, alors ça vous ne le savez peut-être pas, mais la majorité d'Emmanuel Macron vient d'adopter à l'Assemblée nationale 3 types de mesures. 1, sur le logement, il décide que dans ce qu'on appelle les dents creuses de la loi littorale, là où il n'y avait pas de construction immobilière, on va pouvoir faire de l'immobilier sur les côtes, là où le littoral était protégé. La biodiversité sera mise en cause, les paysages seront mis en cause, on bétonne et on donne. Donc on offre aux prédateurs ou aux bétonneurs la possibilité de construire là où aujourd'hui on ne pouvait pas construire, justement pour préserver notre environnement et la biodiversité. 2, dans la loi jusqu'ici, les constructions neuves, 100% des constructions neuves devaient désormais être accessibles aux handicapés. Eh bien, grâce à la nouvelle majorité, ce ne sera plus que 10% des constructions neuves. C'est qu'on divise par 10 le nombre de logements neufs qui sera accessible aux handicapés. Et pour terminer, parce que c'est le pompon et qu'il leur en fallait un peu plus, sur la loi SRU qui pousse toutes les communes à faire de la mixité sociale, c'est qu'en gros on dit, plutôt que de se retrouver dans des communes où il y a 65% de logements sociaux, donc une logique de ghettoisation, et d'autres où il y en a 2%, poussons les communes les plus riches à avoir 25% de logement social, donc on les oblige à avoir 25% de logement social pour qu'il y en ait moins dans certains endroits et plus dans d'autres. Là encore, ils vont favoriser la possibilité de vendre une partie du parc HLM à des promoteurs immobiliers, c'est-à-dire qu'on casse du logement social, ça devient... on bétonne les inégalités dans ce pays, et ça on le doit à Julien de Normandie, à M. Mézard. Je vous donne ces 2 noms, ce sont les ministres du logement. Cherchez-les, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, mais il y a un
gros paquet de maillons faibles dans ce gouvernement. Mézard de Normandie, eux bétonnent les inégalités. Eux, ils font du ghetto partout. Et il y en a un qui est assez ancien, qui a de la bouteille, l'autre qui est, on pourrait appeler un jeune premier de la Macronie. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Ce qu'ils font, ça sert les promoteurs immobiliers, mais ça bétonne surtout les inégalités, et c'est absolument scandaleux. Voilà. Vicky me demande, pardon, je suis très long, Salim, membre du comité Génération Havre, j'aimerais savoir un peu plus sur le revenu universel. Oh la vache, la petite question. Non, franchement, il faut aller à une conférence. Je ne peux pas le dire en 2 minutes. Alors, les idées simples devraient s'énoncer clairement, me direz-vous, mais le revenu universel, c'est surtout si vous donnez la possibilité à quelqu'un de ne plus dépendre seulement de son travail pour vivre correctement, vous lui donnez de l'autonomie, vous lui donnez de la capacité à négocier avec son employeur, vous lui facilitez la possibilité d'aménager son temps de travail et de le réduire. Voilà, ce qui a heurté les élites avec le revenu universel, c'est pas qu'on augmentait fondamentalement le pouvoir d'achat des gens les plus modestes, c'est qu'en les faisant, en leur donnant de l'autonomie, c'est-à-dire en leur permettant de ne plus dépendre seulement de leur travail, on leur donnait du pouvoir. Et ce pouvoir, c'est ce que redoutent les élites. Finalement, qu'ils soient dans les mains de ceux qui vivent de leur travail. Donc c'est ça le revenu universel. Ça ne change pas simplement les conditions d'existence des Français, ça n'éradique pas seulement la pauvreté, ça redonne du pouvoir aux citoyens et aux travailleurs. C'est le projet central de Génération. The next Michel Oplis style. Les bananes plantains, il les préfère cuits dans l'huile ou cuits au four. Bon, j'en ai pas mangé beaucoup des bananes plantains, mais plutôt au four. Voilà. Hormis la France, quel est le pays qui l'inspire le plus niveau progrès sociaux, tolérance, culture? Bon, d'abord, moi, je suis un enfant et de la France et un peu du Sénégal, donc même si ce pays, sur le plan démocratique, m'inquiète un peu. Parfois, même si ça reste quand même un pays qui a une maturité démocratique que d'autres n'ont pas sur le continent africain. Le Sénégal, c'est mon pays, mon deuxième pays de cœur en tout cas. Et donc après l'équipe de France, je soutiendrai les Lions de la Teranga, les Sénégalais, en Coupe du Monde. Et mon malheur, c'était en Corée, quand le Sénégal a joué contre la France. Le Sénégal avait gagné d'ailleurs 1-0 contre la France. Voilà, c'était horrible ça, quand vous avez ce genre de situation. Donc voilà, donc moi je soutiens mon deuxième pays de cœur, c'est le Sénégal. Je veux m'en tenir à ça parce que, en fait, voilà, c'est un pays pour lequel j'ai une immense affection et qui restera là tout jusqu'à ma mort. Isaline Bowens, ses premières impressions sur les perspectives des élections européennes, ses espoirs et craintes. C'est tellement long. Oh, je pense qu'on sera la divine surprise. Voilà, je prends des risques. Mais vous allez voir. Êtes-vous prêt à soutenir l'initiative hashtag NoFac No Chantier? C'est quoi? Je la connais pas celle-là, faut me dire si c'est parce que le hashtag me dit rien. Donc désolé, c'était Charlie qui me demandait ça. Voilà, donc faut redemander à Salima, j'y répondrai. NTM le FN, comment prendre l'unité de la gauche en France et aller soutenir Tsipras en Grèce? Question sincère, je ne comprends pas. Bon, moi, Tsipras, j'étais pas dans son groupe au Parlement européen, d'autres y étaient, je signale. Moi, en l'occurrence, c'est pas Tsipras avec lequel je travaille, c'est Varoufakis, celui qui a refusé le diktat de la Troïka. Donc, vous m'interrogez sur Varoufakis, je veux bien. Sur Tsipras, je sais moins. Je sais juste que, oui, j'ai parlé avec des représentants de Tsipras. Mais si j'ai arrêté de parler avec tous les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, je ne parle pas à grand monde. D'ailleurs, on finit par parler à son miroir ou à son hologramme. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de parler qu'à mon hologramme, quoi. Je vais parler à plein de gens, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je m'allierai avec eux. Pourquoi ne pas s'allier avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, me demande Théophile. On verra, je vous dis. Sur la question européenne, ce ne sera pas le cas, a priori, puisqu'il y a des différences stratégiques. C'est l'idée européenne serait-elle si dévoyée qu'elle ne mériterait plus qu'on se batte pour elle? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut se battre pour l'idée européenne et la coopération entre les peuples. Il
évidemment que l'Europe soit pas libérale, mais voilà, je pense qu'elle mérite qu'on se batte avec toute notre énergie pour elle. Donc voilà, c'est ce que je crois. Benoît, il est comme le soleil à Lille, à défaut de l'avoir en vrai, on l'a dans le cœur. Ça c'est sympa, ça c'est siphon. Bah oui, il y a un peu de soleil à Lille quand même des fois, non? Non, Salima a dit jamais. Jamais il y a de soleil à Lille. Ah, c'est rare. Bon, merci en tout cas pour le gentil mot de siphon, c'est Mathieu Larosa. Le revenu universel existant, est-il toujours au cœur de votre projet politique? Oui. Si oui, a-t-il évolué depuis? Pas sur l'objectif, mais par contre, on travaille sur la mise en œuvre, c'est-à-dire comment, étape par étape, on proposera de le mettre en œuvre. Voilà. Oula, je sais pas dire. Jérémy Philippe, CPM, avec une photo, je sais pas si c'est une photo, on dirait c'est petit, on dirait N'Golo Kanté, en photo d'avatar là. Est-ce qu'il était bon le dernier kebab que vous avez mangé? Ouais, il était bon le dernier kebab que j'ai mangé. Ensuite, c'est marrant, salade tomate oignon. Et que ça. À choisir les salades, j'aime bien les salades grecques, moi. Voilà, tomate, oignon, huile d'olive, feta et olive noire. Et un peu de concombre, c'est encore meilleur. De ney-ney. Charlie encore. Avez-vous vu Peaky Blinders? Ça, c'est une série. J'ai vu le début. J'aime bien cet acteur avec des yeux très clairs là. Je l'ai commencé. C'est sur je crois que c'est un gang en Irlande ou en Angleterre, je sais plus, en Irlande, hein, je crois, ouais. Voilà, donc j'ai commencé, j'avais trouvé ça pas mal, mais j'avoue, j'ai lâché en cours de route. Et je vais vous dire qu'est-ce que c'est les dernières séries que j'ai vues qui m'ont plu. J'ai regardé la saison 1 de Casa del Papel, là, Casa des Papel. Bon, je veux juste vous dire que Bella Ciao, ça existait avant Casa des Papel quand même. J'ai entendu dans le métro, ça m'a rendu dingue. Quelqu'un qui entendait Bella Ciao, parce qu'il y avait un musicien qui à l'accordéon jouait Bella Ciao dans le métro, qui dit « Ah, c'est la musique de Casa des Papel ». Donc non, c'était un hymne des partisans qui luttaient contre le fascisme en Italie. Donc c'est une vieille chanson. C'est bien qu'elle soit dans cette série. Donc j'aime beaucoup l'actrice là, qui est très jolie là, je sais pas comment elle s'appelle, la brune là, mais elle est très jolie. Mais c'est une série plutôt pas mal espagnole. Et d'ailleurs je trouve qu'il y a un bon cinéma espagnol. Voilà, c'est bien qu'en Europe le cinéma français est bon, mais voilà, je trouve qu'il y a un vrai bon cinéma espagnol. Et je pourrais pas vous dire, j'allais vous dire quelle est la dernière série que j'ai vue. Mais je sais plus. Bon bref. Vital Anagoni. Pourquoi avoir au dernier moment refusé de signer la motion de censure citoyenne du 49.3 de Valls sur la loi travail? Peut-être parce qu'elle était déposée par Jacob de l'UMP. Peut-être parce qu'il y était écrit que c'est parce qu'elle n'allait pas assez loin. Et que quand on signe une motion de censure et qu'en bas vous avez votre nom, et que moi j'ai signé la motion de censure, la nôtre, avec notre texte, je vous rappelle, et qui n'a pas obtenu suffisamment de signatures pour pouvoir être déposée. Mais aller signer la motion de censure de l'UMP qui disait qu'il fallait faire tomber ce gouvernement parce qu'il n'allait pas aller assez loin sur la loi travail, c'était ce qui était écrit. Donc je veux juste qu'on remette les choses, voilà. Donc je le dis à Vital Anagoni, voilà. À la fin, il serait resté mon nom derrière ça. Et voilà, c'est juste que je pense que les combats politiques méritent qu'on s'attache à vérifier ce qu'on signe. Voilà. Donc moi, j'avais signé une motion de censure. Qu'elle n'ait pas eu assez de signatures, c'est une chose, mais je n'ai pas signé effectivement celle de M. Jacob, co-signée par M. Vauquier, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc après, on a les cohabitations qu'on veut. Hein. Gladys, trouvez-vous que les jeunes s'impliquent plus ou moins en politique qu'avant? Pensez-vous que les comptes humoristiques comme celui de Salima aident à intéresser les jeunes? Ouais, plutôt, mais je pense que, heureusement, ils ne s'intéressent pas que par l'humour, mais je pense pas qu'ils fassent moins de politique. Ils en font différemment. C'est comme quand on nous dit, oui, les jeunes sont plus crétins qu'avant parce qu'ils sont plus sur leur tablette et moins dans des bouquins. Alors c'est bien qu'ils soient dans des bouquins, du papier, etc. Mais c'est pas parce que, aux yeux de certains, les échanges, la communication, l'intelligence, la créativité sur Internet apparaît inaccessible que ça fait de ceux qui sont sur ces réseaux sociaux ou sur Internet des crétins. Je pense pas qu'on a des générations plus bêtes qu'avant. Ils ont choisi d'autres voies. Alors après, le problème d'Internet, c'est quand ça vous enferme dans une tribu. C'est-à-dire quand les algorithmes nous amènent
au fait qu'on ne vous envoie que ce qui correspond à vos choix et vous enfermez finalement dans une sorte de petite communauté et dans un petit ghetto numérique. Il faut essayer de s'ouvrir, ce qui n'est pas toujours facile, mais c'est quand même con d'avoir le monde à portée de main et de ne pas faire autre chose que de regarder ce qui vous plaisait déjà. Il y a plein de choses qui peuvent vous plaire. Voilà, donc il y a plein de gens qui font de la politique de jeunes et je m'en réjouis. D'ailleurs, les amphis, quand je me déplace, sont pleins. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui les remplissent, et de jeunes. Et donc ça montre qu'il y a d'ailleurs des jeunes, vous en trouvez à La République En Marche, vous en trouvez à l'AFI, vous en trouvez à Génération, il y en a plein. Il y a d'autres partis, on ne les voit pas, mais il y a énormément de jeunes dans nos mouvements. Scolarisation obligatoire à l'âge de 2 ans, me demande Clément Létiboudois. Afin de lutter contre les inégalités scolaires. Moi, je suis pour la scolarisation précoce. Plus on est scolarisé tôt, notamment quand on est dans un milieu modeste, plus on a de chances de réussir. Mais c'est prouvé statistiquement. Donc oui, à la scolarisation précoce. Voilà. Léo Corcos, que visez-vous pour les européennes? Peut-on revoir à côté des compagnons de route comme Vincent Payon? Merci beaucoup. Je crois que Vincent ne se représente pas, déjà, première réponse. Donc la question ne se posera pas. Puis bon, on a pris des trajectoires différentes, même si j'ai beaucoup de respect et d'amitié pour lui, intact. Donc voilà, je ne sais pas pour botter en touche, mais je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Et que visez-vous pour les européennes? Le score le plus élevé. Et surtout le rassemblement avant. La question que je vais vous dire, c'est si la lutte contre le réchauffement climatique est si urgente, si le libéralisme démantèle les services publics et qu'il est urgent d'en changer, si la disparition de millions d'abeilles, de la biodiversité nous heurte, et si il est urgent d'arrêter ça, qu'est-ce qui justifierait qu'on soit séparés? Rien. Rien ne justifierait ça. Donc, parce que je veux partir de ça, de ces réalités-là, pour les changer en Europe, voilà, je milite pour le rassemblement. As-tu regardé des dessins animés étant jeune? Si oui, lesquels? À quel moment dans le sport t'as fait le plus vibrer? J'adore ces questions. Pariston H1-2L. Hein, j'ai pas bien prononcé, j'en sais rien, bon bref. Des dessins animés, oui, moi j'ai dû voir... qu'est-ce que j'ai vu? Il y avait Goldorak à mon époque, il y avait une série qui s'appelait Cobra, il y avait une série qui s'appelait Albator, des choses comme ça. Alors Maya l'abeille quand on était gamin. Voilà, mais le truc dont je me souviens, c'était pas un dessin animé, c'était L'île aux enfants, à Casimir. Il y a le moment du sport qui m'a fait le plus vibrer. Le quart de finale de rugby All Black France à Cardiff, quand la Coupe du Monde est jouée en France, ça doit être 2007, 2006-2007. Les 2 buts de Thuram en demi-finale de la Coupe du Monde de 98 face à la Croatie, parce que c'était mon joueur de foot préféré, Lilian Thuram. C'est un arrière droit incroyable, un défenseur intraitable, puis un mec bien. Bon, il y a plein de... Voilà, mais en sport co, c'est ça. Et puis bon, moi, quand on bat l'Angleterre en rugby, bon, comment vous dire... ça, c'est le nirvana pour moi. Donc chaque année, au tournoi des 6 nations, je vibre. Bon, et l'année dernière, on les a battus. C'est un truc incroyable. Donc ça, c'est cadeau quand on fait ça. Des choses pour que Christiane Taubira rejoigne Génération. Vous lui demandez, si elle le fait, j'en serais content. Hein. Ravi, c'est une amie. Mais bon, je crois qu'elle a pris ses distances avec l'engagement à cette étape. Avez-vous eu des discussions avec elle récemment? Oui, ça je vous confirme, mais pas politique. On s'est vu, on a parlé longuement de plein de choses, un peu de politique, mais pas de ce genre de choses. Et on n'a pas besoin de se... On se parle sans se parler que de politique. Qu'est-ce que je pense des déclarations de Laurent Wauquiez dans ses cours à l'EM Lyon? Ça, c'est une question de Nora Benaïm, je ne l'ai pas dit. De Wauquiez, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve il a fait le malin, quoi. Il a fait le beau. Devant des étudiants, il a fait le beau. Il s'est fait attraper. Donc bien fait pour lui, quoi. On a envie de dire ça, il était simplement ridicule. Lucas Brun, pourriez-vous venir à Cork rendre visite au Labour, à l'université
Labour Youth Jeunesse Travailliste? Oui, avec plaisir. D'abord parce que je suis un fervent supporter du Labour. J'espère que derrière Corbyn, ils nous reprendront le pouvoir. Donc voilà, avec plaisir. Éternel sombrage. C'est pas une question, mais t'es le meilleur, merci. Maëlys, plutôt rue Jean Jaurès ou rue de Siam à Brest? Rue de Siam. Parce que la rue de Siam, pour ceux qui ne connaissent pas à Brest, elle arrive sur le port militaire, sur un très joli pont qui s'appelle le pont de Recouvrance. Désormais, il y a même une sorte de téléphérique qui permet de passer des deux côtés de la rivière, donc c'est très beau. Voilà. Et elle est en partie piétonne, la rue de Siam. Êtes-vous d'accord avec le projet de la baisse de la vitesse sur les routes hors agglomération? Objectivement, si ça a un impact sur la sécurité routière, oui, ça emmerde sans doute du monde, mais je préfère qu'on roule plus lentement, qu'il y ait moins de morts. Voilà, je ne voudrais pas que. Donc voilà, si, comme il semble que les études montrent que l'impact soit réel, oui. J'ai l'impression que vous êtes en avance sur des sujets tels les nouvelles technologies par rapport aux autres hommes politiques. Pensez-vous qu'il faudrait imposer des réglementations au niveau des IA et du transhumanisme? Le transhumanisme, pensez que demain, la technologie va améliorer nos capacités, qu'on aura, en s'implantant un neuroprocesseur, je vois qu'il y a des recherches, on pourra apprendre en quelques secondes ce qu'on aura appris dans toute une vie. Ça, faut vous dire c'est un génial. Vous pouvez vous dire aussi c'est peut-être aussi un peu flippant. Donc moi je suis très 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 vigilant par rapport à tout ce mouvement transhumaniste et aux conséquences qu'il pourrait avoir. Et il y a finalement l'intrusion de la technologie dans nos vies au point que il y a des questions toutes bêtes qui se posent, mais si demain une intelligence artificielle conduit une voiture et que la voiture a à choisir entre deux risques, bah là je dois écraser celle-là ou celle-là. Est-ce que vous laissez l'intelligence artificielle choisir qui elle écrasera, qui est-ce que vous demandez demain aux armes autonomes la possibilité elles-mêmes de déclencher le feu, c'est-à-dire de tuer? Tout ça, ce sont des questions éthiques fondamentales. Voilà, donc je pense qu'il faut se les poser. Voilà. Êtes-vous familier de la collapsologie, l'approche par des pics d'extraction des ressources nécessaires au développement technique, cuivre, lithium, ne remet-elle pas en question votre approche du REE financé par une taxe robot? Le REE, j'ai jamais dit qu'il serait seulement financé par la taxe sur les robots. Hein. C'est impossible, d'ailleurs, ça suffirait pas. Mais aussi celle des énergies renouvelables. Écoutez, je crois fondamentalement aujourd'hui que l'impact de l'activité humaine sur l'environnement est un impact négatif. Donc le mirage technologique qui nous amènerait à ce qu'on puisse remettre en cause la nécessité de la transition énergétique, la nécessité de la transition écologique, voilà, je pense que le mirage technologique, il concernera pour les bénéfices qu'il apportera, il peut en apporter au grand public, mais il concernera d'abord ceux qui ont les moyens de se payer voilà, ces progrès technologiques. Et on a aujourd'hui de moins en moins d'États, de moins en moins de politiques publiques, de moins en moins de solidarité et de plus en plus d'individualisme. Donc ça ne me rassure pas. Je n'ai rien contre la technologie, mais la technologie, elle est là comme un outil qui doit être mis au service du progrès social. Sinon, la technologie, c'est la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, objectivement, personne n'a envie de l'utiliser. On est bien d'accord. Et si on l'utilisait, on voit bien comment elle pourrait être terrible. Donc, en soi, la technologie n'est pas bonne. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Et il me semble que pour que l'usage de la technologie soit bon, il faut qu'il y ait de la démocratie, il faut de la puissance publique. Voilà. Qu'est-ce que je pense de la réforme du bac? Bah, je vais attendre pour voir le détail. Je redoute que l'autonomie qu'on donne aux lycéens, le davantage de contrôle continu, ce que je redoute, c'est qu'il accentue les inégalités entre les établissements et entre les élèves. Et ça, le gouvernement devra y répondre et Blanquer devra y répondre. S'il n'y répond pas, ça veut dire que voilà, il prend les inégalités de la société, il les transpose à l'intérieur des établissements scolaires, il se désintéresse de ceux qui sont obligés d'en faire 3 fois plus que les autres pour avoir un diplôme, pour qui le diplôme est leur seule richesse, et qui finalement ils méprisent en ne luttant pas contre les inégalités sociales à l'intérieur des établissements scolaires. Est-il vrai que le monde politique se droituise de plus en plus? En tant que jeune, je n'ai pas un souvenir du monde politique avant Sarkozy. C'est Abontost. Bon, bref, il est tellement long son pseudo que j'y arriverai pas.
bon, il y a plus, en tout cas, indiscutablement, aujourd'hui, Colomb met en œuvre des idées défendues par Le Pen. Bon, avant on trouvait ça choquant, maintenant on ne le trouve plus, on trouve ça normal. Donc oui, il y a une vraie dérive et qu'incarne aujourd'hui la politique d'Emmanuel Macron contre les migrants. Bonsoir Benoît, considérez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, que la Russie de Vladimir Poutine peut être un partenaire et non pas un adversaire de l'Europe? Bah, évidemment qu'il faut parler avec la Russie. C'est un voisin de l'Europe. Donc dire qu'il ne faut pas parler avec elle, alors qu'elle est un partenaire de la solution politique en Syrie, qu'elle est un partenaire de la solution en Iran, qu'elle est un partenaire de la question énergétique en Europe, évidemment qu'il faut parler avec elle. Mais de là à être fasciné par le régime très peu démocratique de Poutine, c'est marrant de combattre l'oligarchie en France et de pas voir que c'est l'oligarchie tous azimuts en Russie. Donc voilà, donc moi je ne suis pas myope, ou je regarde pas d'un œil la Russie, donc j'ai pas les yeux de velours pour Poutine. Voilà, et je ne le ménagerai pas. Donc voilà, donc oui c'est un partenaire, mais voilà, moi je ne ménage ni Trump ni Poutine, ça n'a pas de sens. Pas davantage que Netanyahou, les Saoudiens ou la Chine. Il faut leur parler en fonction de nos intérêts. Je ne pense pas que nos intérêts consistent à s'aligner sur ceux du Kremlin. Voilà. Mais il faut parler avec eux. Si vous préférez le tagine ou le kebab, non mais décidément, j'ai dit, j'aime tout. Non, j'aime pas tout, mais bon, j'aime bien le tagine. Mais j'aime pas le tagine, j'aime bien le kikafar. Parlons un peu de la gastronomie bretonne. Un phare de blé noir dans un sac, et sinon après c'est un peu un pot-au-feu. Quand est-ce que Christiane Taubira rejoint Génération par Monsieur Martin Hoff? Ça, je vous ai dit, posez-lui la question, mais nous l'accueillerons à bras ouverts et à cœur ouvert. Qu'est-ce que je pense de la réforme de la SNCF? Que du mal, parce qu'il y aura moins de services publics et que les premières lignes à fermer seront les lignes et les gares dans lesquelles la SNCF jugera que le train n'est plus rentable, donc il faut l'abandonner et remplacer par des services de substitution type autocar ou autopartage. Ça, c'est pas le service public. Voilà. Est-ce que vous viendrez à l'université de Poitiers? Avec plaisir si vous m'invitez, me demande Amélie. Et donc voilà, engagement pris comme pour Diderot tout à l'heure. Jeannot Lapin, quel est ton style de femme? Il faut répondre châtain aux yeux bleus. Bah, mon style de femme, c'est ma femme. Voilà. Est-ce que vous accepteriez de m'épouser? Me demande Patori. Bah, je viens de répondre. La réponse de la précédente question indique que non. Mais n'en soyez pas désolé, il y a largement mieux que moi. Est-ce que je peux avoir un bisou? Bah, il y a une série là. Ça c'est Diwal 85. Donc avec un plaisir, même 2 bisous. En général, je dis 1000 bises moi. Donc même pas un bisou, 1000 bisous. Ces générations, c'est 1000 bisous, direct. Tu valides ma photo de profil, Benoît? Ah bah, c'est un jeune homme avec le torse nu, qui a l'air assez beau gosse, donc bah, pourquoi pas, hein, mais son pseudo SVD Gang. Bon, voilà. Jolie photo, jolie photo. Comment analyse-t-on, comprend-on la récente crise en Italie, celle de l'Union européenne en général? Bah, l'Union européenne, elle est désespérante par ses politiques libérales. La question, c'est faut-il jeter l'Union européenne parce qu'elle est désespérante? Aujourd'hui, vous pourriez dire la France, elle est désespérante par ses politiques libérales. Vous ne jetteriez pas la République, même si le chef de l'État est désespérant. Bah, moi, je ne jette pas l'Europe, pas plus que je jette la République. Voilà. C'est ma réponse. Et je termine par Cyrine, qui me demande, je tiens à vous remercier pour la campagne électorale, donc merci à vous. Vous avez apporté de nouvelles choses ultra intéressantes, encore merci. Et question, comment allez-vous parvenir à réunir tous les membres de la gauche pour tenter de gagner les élections en 2002? Bah, ça prendra 22, 2002, bah, ça prendra du temps, mais on les réunira que par le projet, c'est-à-dire que se réunir dans des manifs contre Macron, ça suffit pas. Pour prendre un exemple, si on se contente de dire attention, Macron démantèle les services publics, bah, on n'y arrivera pas. Il faut dire quel nouveau service public on créerait. Bah, voilà, quelle question je vous pose. La question que je vous pose, dans quel domaine vous pensez qu'il faudrait des services publics où on a le droit et accès à des services
indépendamment de nos revenus, indépendamment de nos situations, et qui doivent relever de la prise en charge. Je pense que dans le domaine de la garde d'enfants ou dans le domaine de la prise en charge du grand âge, il faudra construire des services publics demain. Et ce serait bien que la gauche ou les écologistes n'apparaissent pas tout le temps en défensive, en mettant du barbelé autour de ce qui reste, de petites portions congrues de services publics, mais en offensive, en disant il y a plein de domaines où il est parfaitement légitime et même nécessaire qu'on crée de nouveaux services publics. Petite enfance, grand âge en sont des exemples. Voilà. Bon, ben, merci à vous pour cet échange. Merci à Salima et au compte Postbad de Béamont. Puis à bientôt. Ciao, on refera ça l'année prochaine. Salut.